Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette conférence au sein de la Maison d'Expatriation qui a lieu en ce moment à Paris, mais aussi partout dans le monde via des conférences en ligne comme aujourd'hui. Et je suis ravi qu'on ait la possibilité de faire cette conférence sur les violences intrafamiliales en expatriation, comment se protéger. Et je suis bien entouré puisque avec moi aujourd'hui, on aura donc Priscilla Routier-Triard qui est fondatrice de The Sorority et Save You. Sandrine Kaloun, qui est juriste justement pour la plateforme Savio, et Rachida Kassi, qui est directrice de la communication du marketing développement à la Caisse des Français de l'étranger, la CFE. Merci à toutes les trois d'être présentes. Je sais que Priscilla, on est un peu plus tard pour toi puisque tu es un peu plus loin sur la planète. Pour moi, c'était important qu'on parle justement avec toi de The Sorority puisqu'on verra après Save You qui est une plateforme bien spécifique mais qui appartient aussi à The Sorority. Donc, parle-nous justement de Sorority et comment ça s'est créé et pourquoi. Déjà, merci infiniment Damien, merci au Petit Journal et merci à la CFE pour l'organisation de cet événement qui est hyper important sur ce sujet-là. Merci à vous toutes et tous d'être mobilisés dessus. Donc, pour te répondre dans les grandes lignes, notre association The Sorority Foundation existe depuis plus de 7 ans maintenant. Et comme tu l'as dit, on a deux grands outils majeurs qui sont The Sorority, la communauté d'entraide citoyenne qui est entièrement sécurisée, gratuite et disponible dans le monde entier. Et notre plateforme Save You, et je laisserai Sandrine, notre juriste, en parler juste après. Pour The Sorority, elle n'est pas dédiée spécifiquement aux familles françaises, elle est vraiment dédiée à toute personne qui est en situation d'isolement, de violence, de harcèlement ou de cyberharcèlement dans le monde entier. On a des petits flyers, alors je ne sais pas si on voit bien, j'ai l'impression que ma caméra est un peu pixelisée, mais ça vous donne un petit peu une idée. Des petits flyers qui expliquent bien. Donc, on a la communauté d'entraide qui est présente partout dans le monde, comme je vous disais, traduite en 20 langues. Donc, s'il se passe quoi que ce soit dans la rue, dans les transports en commun, à l'école à partir de 12 ans, en respectant la loi sur la majorité numérique, au bureau, en soirée, en festival ou chez soi, violence conjugale ou intrafamiliale, n'importe où dans le monde, en l'espace de quelques secondes, si on est en insécurité, on peut appuyer sur le petit bouton d'alerte qui est juste là, on le devine. Ça calcule en temps réel notre position GPS, la position des 50 premières personnes autour qui peuvent tout de suite nous appeler, nous envoyer un message et contacter les autorités pour nous. Donc, c'est vraiment une mise en lien immédiate. On a plus de 390 000 personnes qui s'entraident dans le monde entier aujourd'hui. On a plus de 24 000 associations dédiées à l'aide aux victimes qui sont identifiées dans le monde entier. Et n'hésitez pas à la suite de cette présentation, si vous pensez à des associations qu'on peut mettre en avant dans votre pays ou n'importe où dans le monde, à nous les remonter. Comme ça, on pourra les mettre en lumière pour la population locale. On est conventionné avec les autorités, avec de plus en plus de grands groupes privés et également de collectivités. On a plus de 26 000 lieux sûrs qui sont identifiés dessus. Et l'idée, c'est de savoir qu'on n'est jamais seul, d'unir nos forces et que si quoi que ce soit arrive, on ait tout de suite ce soutien immédiat et cette redirection vers les professionnels et vers les autorités. Donc voilà dans les grandes lignes. Je m'arrête là, je laisse Sandrine parler de notre plateforme Save You qui, elle, est dédiée aux familles françaises établies hors de France en situation de violence conjugale et intrafamiliale. Je profite justement aussi pour dire à tout le monde, hein, si vous voulez poser des questions, c'est important, vous pouvez le faire. N'hésitez pas à anonymiser aussi votre profil si vous le souhaitez, pour justement qu'on puisse répondre à vos questions au fur et à mesure de cette conférence, mais aussi par la suite. On aura un petit moment aussi dédié aux questions-réponses, donc n'hésitez pas, la parole est libre et c'est important aussi de prendre ce moment pour pouvoir le faire. Sandrine, justement, est-ce que tu peux nous parler de la plateforme Save You qui découle aussi de The Sorority? Oui, bien sûr. Donc, bonjour à tous. Effectivement, pareil, merci pour cette interview, pour cette conférence. Le sujet est quand même très intéressant et on en parle quand même de plus en plus, heureusement. La plateforme Savu, donc forcément, on va parler de violence conjugale au sein de cette plateforme. On est spécifiquement dédié, contrairement à l'application Sorority, là, on est spécifiquement dédié aux familles françaises. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait au moins la personne qui nous contacte ou les enfants de nationalité française. Donc, famille française de l'étranger, c'est-à-dire qu'il faut résider à l'étranger, que ce soit en vraiment contexte d'expatriation ou sous toute autre forme d'expatriation classique. Et il faut que la personne nous dise en tout cas qu'elle est victime de violence conjugale ou que ce qu'elle relate fait partie de violence conjugale. Donc ça, c'est à peu près nos 3 critères. Sachant que ce dernier critère de violence conjugale, en réalité, ça n'en est pas vraiment un parce que quand une personne nous dit
qu'elle est victime de violence conjugale, déjà, c'est assez rare. Les personnes qui sont victimes de violence conjugale ne savent pas vraiment, en réalité, qu'elles sont victimes de violence conjugale. Elles n'arrivent pas forcément à mettre le mot dessus. Mais à partir du moment où elles nous disent que ça ne va pas dans leur couple et qu'elles nous détaillent un petit peu ce qui se passe, on se rend bien compte que c'est de la violence. Et c'est justement le rôle des écoutantes. Je vous explique après comment ça fonctionne, mais en tout cas, c'est le rôle des écoutantes de la plateforme de mettre les mots sur ce qu'elles vivent et d'expliquer ce que sont les violences, leur dire qu'elles ne sont pas seules, leur rappeler leurs droits et les aider à reprendre confiance en elles. Donc la plateforme, on fonctionne comme ça. On est saisi via l'adresse mail ou via le formulaire. On n'a pas de numéro de téléphone direct d'accès, en tout cas au début. Donc on nous envoie un mail, on nous envoie le formulaire. C'est Priscilla qui répond à toutes les demandes. Et ensuite, on leur demande de nous envoyer un formulaire de contact. Une fois que ces personnes nous renvoient le formulaire de contact avec les fiches, la fiche remplie, l'autorisation pour donner ses coordonnées, etc. Là, nous, en tout cas, c'est moi qui prends le relais et on va ouvrir un groupe WhatsApp sécurisé entre une bénévole qu'on aura définie et cette personne-là, et Priscilla et moi qui restons dans le groupe aussi pour chapeauter un peu ce qui va se dire dans ce groupe. Juste pour donner quelques chiffres, si vous voulez, depuis octobre 2022, on a aidé plus de 650 familles, quelque chose comme ça. Maintenant, on a le rapport d'activité 2025 qui fait état de, Priscilla pourra vous dire plus les chiffres que moi, mais je crois qu'on était à 263 familles aidées en 2025. Actuellement, sur 2026, donc du 1er janvier là au 15 juin, on va dire, on en est à pratiquement 90 familles aidées. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y a eu 90 groupes WhatsApp qui ont été ouverts entre les familles, mais en tout cas, on a eu 90 demandes, donc de personnes qui nous ont envoyé un mail. Toutes les demandes qu'on reçoit ne ressortent pas forcément de violence conjugale, elles ne sont pas forcément dans ce cadre, mais Priscilla répond vraiment, vraiment à tout le monde. Donc, on fait aussi des redirections, donc c'est le chiffre des redirections aussi compte. Et ensuite, on ouvre donc des groupes WhatsApp quand la personne nous envoie tous les documents. Certaines fois, les personnes vont nous répondre de suite. Elles vont envoyer de suite le formulaire. Ils vont pouvoir de suite ouvrir le groupe. Il faut savoir qu'en général, on met 48 heures max à ouvrir le groupe WhatsApp quand la personne nous envoie une demande de formulaire, nous envoie en tout cas le formulaire rempli, je veux dire. Mais parfois, elles vont aussi mettre peut-être 2, 3, 4 mois avant de finalement répondre. Parce qu'en fait, on sait très bien qu'elles ont besoin aussi d'un temps, que quand elles font la première demande, elles sont actives, elles ont envie de faire les choses de suite, puis finalement, elles vont faire un peu marche arrière. Mais ça, c'est pas grave. Nous, on est habitués, on sait aussi très bien comment ça fonctionne. Donc, il n'y a aucun souci, on leur laisse prendre le temps qu'elles ont besoin. Mais une fois qu'elles ont envoyé le formulaire, c'est pour ça qu'on essaie d'interagir le plus rapidement possible, d'ouvrir le groupe WhatsApp le plus vite possible pour pouvoir être directement avec elles. Quand on ouvre ces groupes WhatsApp, donc nous, on fait appel à notre équipe de bénévoles écoutants. On a aussi un homme dans nos bénévoles. Tous ces bénévoles-là sont répartis partout dans le monde. On en a une vingtaine à l'heure actuelle. Ça tourne. On en a entre 10 et 20, mais on va dire en ce moment une vingtaine. Tous nos écoutants sont formés à l'écoute active. L'écoute active, ça veut dire qu'ils sont tous issus de formations différentes, mais forcément de l'éducation nationale, où ils ont un background de psychologue, de psychiatre, d'infirmiers. On a des juristes. Voilà, on a éducation nationale, tu as dit aussi, mais je veux dire éducateurs spécialisés. Voilà, donc médicaux, sociaux, juridicaux, un peu tous ces milieux-là. En tout cas, toutes ces personnes qui savent faire une première écoute, qui savent écouter, qui savent reformuler et qui savent orienter sans donner de conseils. Parce que voilà, je veux dire, même moi, je suis juriste, je ne donne pas de conseils, on ne donne jamais de conseils aux personnes. Les conseils sont réservés aux avocats, mais on va expliquer les procédures, on va rappeler leurs droits. Et comme je disais, on va leur dire que ce qu'elles vivent, effectivement, c'est pas normal, c'est bien de la violence conjugale. On va leur expliquer peut-être parce que c'est de l'ordre du conflit conjugal ou de la violence conjugale, et puis on va leur expliquer tout ça. Mais voilà, en tout cas, ça, c'est le rôle de nos bénévoles qui, à minima, donc, vont faire une première écoute active en fonction, donc je disais, soit du background, soit en fonction de la demande. Peut-être qu'on va voir que la demande de la personne va être plus tournée vers du juridique, et dans ce cas-là, on va choisir une écoutante avec un côté plus juridique, ou plus tournée vers du psycho, on va choisir une écoutante plus psycho, mais aussi et surtout, et des fois on n'a pas le choix, en fonction du fuseau horaire. Voilà, il y a des fuseaux horaires où on a plusieurs bénévoles, et puis d'autres où on n'en a qu'une ou un. Donc, du coup, on n'a pas trop le choix. Donc, c'est aussi à chaque fois, c'est notre appel. Si parmi vous, il y a des personnes qui seraient intéressées pour nous rejoindre, on recrute tout le temps. Il n'y a aucun souci. On fait les entretiens à chaque fois et voilà, on essaie de recruter le plus de monde possible.
Et Donc ça, c'est justement, peut-être Sandrine, juste parce que c'est vrai qu'on parle de violences intrafamiliales, violences conjugales, de conflits aussi conjugaux. Peut-être qu'est-ce que ça implique en fait finalement? Puisque effectivement, comme tu le disais, les gens ne se rendent pas forcément compte dans leur situation, dans quel cas on pense à des violences physiques, mais aussi plus, je dirais, plus insinueuses. Qu'est-ce que ça implique finalement toutes ces violences intrafamiliales? Mais c'est vrai, quand on parle de violence conjugale, de prime abord, comme ça, machinalement, on pense aux violences physiques. Et du coup, quand on est victime de violences physiques, on le sait qu'on est victime de violences physiques. On a un bleu, on a un coup, ça se voit, on a mal, on le sait. Quand on est victime de violences psychologiques, quand on est victime d'emprise et de contrôle coercitif, on ne le sait pas forcément. On sait qu'il y a des choses qui ne vont pas, mais on ne sait pas qu'on est victime. Et c'est là qu'on a besoin du soutien de personnes proches ou pas, de personnes qui sont formées ou pas, mais on a besoin d'avoir cette image de soi qui est revalorisée. On a besoin d'entendre ce que tu vis, c'est pas normal. Ce que tu vis, c'est pas normal. Ça s'appelle la violence conjugale. Et du coup, oui, tu as des droits. Et donc ça va être le rôle de nos écoutantes, de leur faire prendre conscience que oui, elles sont victimes. Ce que ça implique, c'est quand on est victime de violence conjugale, on est complètement déstructuré, on perd confiance en soi, on perd toute notion de je suis capable de, on est complètement déstructuré, on est dans un climat de crainte totale et on a peur de faire les choses. Mais du coup, quand on est en plus en expatriation, en contexte d'expatriation, ben, tout ça c'est décuplé, tout ça c'est amplifié. Et c'est vrai que quand on part en expatriation, euh, tous les repères sont perdus, on repart à zéro en fait. Dans un couple lambda, classique, où tout va bien, le fait de partir en expatriation, déjà en soi, c'est une épreuve. On découvre un nouveau pays, on doit se restructurer, le noyau familial doit se restructurer. Peut-être que quand on est en France, les deux personnes du couple travaillent les deux. En expatriation, bah, très très souvent, hein, quand on parle en expatriation, c'est sur la demande d'un conjoint qui a possible de visa et l'autre conjoint, ce qu'on appelle le conjoint suiveur, doit démissionner en France, aller suivre donc l'autre personne, l'autre conjoint à l'étranger, déscolariser les enfants, les rescolariser à l'étranger. Tout ça fait que forcément, c'est un peu déstructurant, c'est un peu compliqué. Dans une famille lambda où tout va bien, déjà, la décision de partir en expatriation, ça va être une décision commune. On va décider ensemble où est-ce qu'on va scolariser l'enfant, comment est-ce qu'on va les scolariser. Peut-être qu'on va prendre ensemble des cours de langue, parce que forcément, c'est pas facile. Peut-être que si dans le pays dans lequel on va, le conjoint qui n'a pas de visa n'a pas le droit d'ouvrir un compte bancaire, par exemple, bah, c'est pas grave. Le conjoint qui, lui, a le droit va accompagner sa compagne, par exemple, pour ouvrir un compte bancaire. Peut-être qu'il va l'accompagner, faire les démarches pour ouvrir donc ce compte bancaire, pour trouver un emploi, peut-être même, pour passer son permis de conduire, etc. Donc tout ça, c'est dans un couple où tout fonctionne bien. On va s'entraider, on va s'aider, on va essayer ensemble de s'intégrer à la culture du pays, de se faire des nouveaux amis, que ce soit par le groupe des Français qu'on peut rencontrer à l'étranger, ou des parents d'élèves, ou du travail, le nouveau travail qu'on va avoir, etc. Sauf que dans un couple où il y a de la violence conjugale, en tout cas, il y a de l'emprise et du contrôle coercitif, ça va être complètement l'inverse. Mais sous couvert d'expatriation, du coup, la victime ne va pas se rendre compte que c'est pas normal cette situation. Elle va juste dire, mais non, mais en fait, j'ai pas de compte bancaire, c'est normal, je peux pas en ouvrir un. Alors non, c'est pas normal. C'est pas parce que tu peux pas en ouvrir un qu'on peut pas faire en sorte de trouver des solutions pour ouvrir un compte bancaire, par exemple. Je travaille pas, du coup, c'est normal que je fasse tout le temps à la maison. Du coup, je fasse tout à la maison parce que, effectivement, tout le temps, elle va nous dire, je travaille pas. Du coup, lui, quand il rentre à la maison, il est stressé, il a une journée de boulot, et c'est ce qu'il va lui dire, l'autre conjoint. Il va dire, mais toi, je comprends pas. Moi, j'ai une pression énorme pour tenir tout le foyer. Je découvre le pays, je découvre le travail, je découvre notre culture professionnelle. Du coup, c'est compliqué pour madame, par exemple. Je dis madame, désolée, mais c'est vrai que c'est très, très souvent le cas des chiffres, c'est que madame, le conjoint suiveur, et du coup, la victime de violence conjugale. Donc, tout ça fait qu'elle va avoir du mal à se rendre compte que c'est pas normal. Et c'est vraiment un terreau fertile, moi je trouve, l'expatriation, c'est vraiment un terreau fertile aux violences conjugales, parce que c'est facile, en tout cas pour le conjoint, de trouver des excuses à ce contrôle et à cette emprise. Et l'éloignement géographique fait que ça va être aussi très, très compliqué. Quand on est victime de violence conjugale, en France, c'est compliqué. À la campagne, c'est ce que dit Priscilla tout le temps, à la campagne, c'est compliqué, mais alors à l'étranger, c'est encore plus compliqué, mais c'est vrai. On est isolé de fait. De fait, on est isolé. De fait, on est à plus de... En tout cas, moi, par exemple, j'étais à 10 000 km de chez moi, de ma famille. On est forcément loin de ses amis.
peut-être pas forcément si loin que ça, si on est en France, en Europe par exemple, mais pas si loin, mais quoi qu'il en soit, on est quand même loin et tout change. Mais quand on est victime de violence conjugale, en plus, mais forcément, il va y avoir aussi cette emprise qui va faire que on va pas pouvoir rencontrer du monde, on va être interdit de sortie. Peut-être que les enfants, on va obliger madame à faire l'école à la maison pour que justement, elle ne rencontre pas d'autres personnes en sortant. Peut-être qu'elle va être interdite d'aller passer des cours de langue, interdite de rencontrer d'autres Français. Peut-être que si elle sort, elle va devoir de suite rentrer et dire où est-ce qu'elle était à ce moment-là. Ça, c'est l'éloignement et du coup l'isolement. Et dans tout ça aussi, dans toutes ces violences qu'on voit aussi, qu'on rencontre très très souvent spécifiques en expatriation, ça va être les violences économiques. C'est-à-dire que, donc, comme je viens de dire, madame souvent ne peut pas ouvrir un compte bancaire, donc elle va devoir tout justifier, le moindre centime dépensé. Donc si jamais elle sort avec une maman qu'elle aurait pu rencontrer qui dit: «Viens, on va prendre un café», elle va devoir justifier d'avoir dépensé 2,50 €, c'est peut-être 5 $ aux États-Unis par exemple, pour un petit café. Voilà, elle va devoir justifier de toutes ses dépenses, par exemple. Devoir justifier de tous les achats, devoir justifier tout ce qu'elle fait pour les enfants, pour la famille, et cetera. Donc ça, c'est par rapport aux violences plus économiques, aux violences plus psychologiques et puis surtout ce qu'on rencontre de plus en plus souvent, c'est les violences envers les enfants, c'est-à-dire la violence à la parentalité et c'est vrai que là, c'est un point aussi qui est très, très compliqué spécifiquement à l'étranger. C'est quand il y a des violences conjugales en France, bah, c'est facile, c'est en tout cas plus facile, on peut déménager. Quand on est à l'étranger, quand on veut partir et qu'on a des enfants, il faut à minima l'autorisation du père pour rentrer en France ou au mieux l'autorisation du juge. Si une maman part avec ses enfants sans l'autorisation, bah, ça va être un enlèvement international. Si elle part sans ses enfants, on va le père, en tout cas lui, pour faire une procédure pour la discréditer et du coup lui mettre une procédure pour abandon de famille. Donc quoi qu'elle prenne comme décision, ça va être compliqué. Avec les enfants, enlèvement, sans les enfants, abandon. Compliqué. Compliqué si le monsieur, lui, il empêche tout, il coupe tous les points. Et très, très souvent, en plus, dernier point que je trouve qui est très compliqué en expatriation, donc qui est en lien avec cet isolement, c'est que la victime de violence conjugale en expatriation ne va pas savoir vers qui se tourner. Parce que si elle va en parler à ses amis, à sa famille, en France, bah déjà, il faut qu'elle trouve le temps pour leur parler. Pour peu qu'il y ait du décalage horaire, en pleine journée, c'est la nuit, et cetera, c'est compliqué. Si monsieur est à la maison, bah, du coup, elle ne pourra pas en parler, par exemple. Si elle en profite pendant qu'il est au travail pour les appeler, peut-être ça peut aller, mais ça va être quand même compliqué parce que déjà, parler à ses amis, ça veut aussi dire que c'est un constat d'échec, c'est un aveu d'échec et elle va avoir l'impression d'avoir raté son expatriation parce qu'elle va dire que ça se passe mal. Et puis en plus, il y a le cliché quand même qui est très, 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 très présent hein, pour les Français à l'étranger de ce rôle et de la vie du conjoint suiveur. On s'imagine très bien que le conjoint suiveur, eh ben, toute sa journée, il est tranquille au bord de la piscine à boire son petit café, à attendre que les enfants rentrent de l'école et qu'il a la belle vie parce que comme il est étranger, il est sous les cocotiers et tout se passe bien. En réalité, c'est pas ça du tout la vie du conjoint suiveur. On le sait tous très bien que c'est pas ça. Mais c'est l'image que les gens vont avoir. Les gens qui sont jamais partis en expatriation, ils vont se dire oui, bah si, c'est facile quand même. T'as arrêté de travailler, c'est pratique, ça, t'as la belle vie quand même. Ah non, mais sauf qu'en fait, il faut s'occuper de tous les papiers. Les 3 quarts du temps, les enfants, ils finissent l'école très de bonne heure. C'est une réorganisation totale. Et puis, mine de rien, on porte le poids quand même de cette nouvelle installation, donc c'est compliqué. Donc, en parler à des amis, à de la famille en France, c'est compliqué, mais en parler à des personnes du nouveau réseau social, des nouveaux amis qu'on peut se faire, ou des nouvelles connaissances, mais c'est aussi très compliqué parce que pour peu qu'on soit isolé complètement, bah déjà on connaît personne, et pour peu qu'on arrive enfin à rencontrer du monde, on va avoir peur en fait de se dire mais peut-être qu'il va lui en parler, peut-être qu'on va savoir, parce qu'en réalité on sait très bien que les Français à l'étranger, bah, c'est quand même aussi un petit village et que tout le monde se connaît. Et pour peu que ce soit par exemple monsieur qui soit à l'origine de l'expatriation, bah, c'est lui qui connaît du monde, c'est lui qui travaille. Donc les amis, ça va être peut-être des amis du travail, ou peut-être qu'il a le bras long, peut-être qu'il connaît du monde. Donc voilà, ça fait toujours peur d'en parler. Donc c'est pour ça que c'est bien de passer aussi par des structures comme la nôtre, comme des bénévoles comme les nôtres, parce qu'au moins elles sont loin de ces personnes-là, elles les connaissent pas. Et d'ailleurs, c'est aussi un point, c'est qu'on choisit en fonction du fuseau horaire, mais si la personne nous dit par le hasard des choses, ah, ben, il s'avère que je connais cette dame parce que peut-être que les enfants sont à la même école, etc., mais forcément, on orientera vers une autre bénévole. On ne peut pas faire de quoi, qu'il n'y ait pas de. Que les personnes puissent parler quand même en toute confiance. C'est quand même ça le plus important. Merci Sandrine, effectivement. N'hésitez pas encore une fois à poser vos questions, on en a déjà quelques-unes
dans le chat qui justement dit que, bon, c'est un peu un constat, mais que malheureusement, quand on est en expatriation, on est un peu livré à soi-même et que les autorités locales, parfois dans certains pays, apportent aucun support. Est-ce que c'est un peu le retour que vous pouvez avoir aussi via la plateforme? Oui, c'est vrai, quand on arrive, on ne sait pas forcément vers qui se tourner. Les entreprises qui envoient les conjoints étrangers, mais de moins en moins, peut-être que c'était le cas il y a une vingtaine d'années, en tout cas, ouais, j'ai des amis qui sont partis à 20 ans, qui étaient extrêmement bien tenus par l'entreprise du conjoint, mais maintenant, c'est plus du tout le cas. Je connais très, très peu d'expatriations d'expatriés, je veux dire, pardon, qui sont partis avec un package couple, famille, en ayant des points, comment faire pour se relocaliser, qui contacter en arrivant, etc. Donc, c'est vrai que c'est très compliqué quand on arrive de rencontrer du monde, de savoir où aller. Et quand on rencontre des difficultés, on ne sait pas forcément vers qui se tourner. Et il y en a plein qui nous disent « Ah bon, mais je ne savais pas que le consulat pouvait m'aider. Ah, mais je ne savais pas du tout. » On ne se rend pas en fait compte du rôle que peuvent avoir les uns les autres quand on est à l'étranger. Donc, c'est aussi le rôle de nos bénévoles, leur dire « Mais si, bien sûr que si, vous pouvez aller au consulat, à l'ambassade. Inscrivez-vous sur le registre des Français étrangers, c'est important. On ne sait jamais si on a besoin de papiers en urgence, etc. C'est toujours mieux d'être inscrit. » Et puis, tous les consulats n'ont pas, mais beaucoup de consulats ont des services sociaux spécialisés. Ils peuvent aider, ils peuvent être là en cas de besoin. Et puis après, si vraiment besoin, nous, on peut faire remonter aussi au MEE, au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, au bureau qui est dédié spécialement à la protection des familles et des mineurs. Alors justement, je ne sais pas si Madame la députée, je la vois connectée, mais je ne sais pas si elle est disponible pour le moment, mais sinon on la laissera intervenir un peu plus tard. En tout cas, c'est important effectivement de parler aussi du rôle des consulats et effectivement de prévention aussi sur ces questions. Rachida, au niveau de la santé, justement, on parlait aussi de l'isolement qu'on peut avoir, l'isolement économique qu'on peut ressentir. Les questions de santé, c'est aussi importante. Comment ça se passe justement au niveau de la Caisse des Français de l'étranger? C'est complètement lié et en phase avec ce que vient de dire Sandrine. Il y a effectivement l'expatriation qui a changé, mais quand on prépare son projet d'expatriation, tout peut paraître très beau. Voilà, on part pour une nouvelle vie, une nouvelle aventure, un nouveau travail. Et donc, on est en couple, on est en famille, et c'est un pour tous, tous pour un. Mais effectivement, quand on arrive sur place, on a le même cadre familial, les mêmes amis, les mêmes... voilà, donc on n'est plus que tous ensemble, mais en même temps, on est vraiment pieds et poings liés. Moi, si j'ai un conseil à donner, c'est effectivement au moment de la préparation du projet, de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et dans la santé, effectivement, alors c'était le cas il y a 20 ans, mais c'est encore le cas aujourd'hui. Dans le cas du conjoint suiveur, même si l'entreprise expatriait le collaborateur, le contrat d'assurance était au nom du mari. Désolée, hein, mais c'est souvent le cas et ça l'est encore aujourd'hui, malheureusement. Et donc, la conjointe suiveuse qui a tout quitté en France, son contrat santé dépend de son mari. Donc, le jour où ça va plus, c'est compliqué. Elle a pas les codes d'accès. Elle veut pas forcément non plus aller se faire soigner ou en tout cas en parler au médecin traitant parce que c'est aussi le médecin de famille. Donc, c'est beaucoup de choses qui sont compliquées. Alors, nous, à la CFE, on a mis en place depuis le printemps dernier des nouveaux espaces personnels qui donnent accès à chaque assuré à l'espace personnel. Et le titulaire du contrat n'a pas accès, n'a pas vue sur ce qui se passe sur ses ayants droit, sur ses bénéficiaires. Donc déjà, c'est une bonne chose. C'est que même si on n'est pas, si le contrat santé n'est pas à votre nom, vous avez la possibilité de vous y connecter, de voir ce qui se passe. Déjà, si vous êtes bien assuré, hein, parce que parfois, dans ce genre de situation, et c'est vraiment pas marrant, mais les titulaires des contrats, parfois, nous disent je veux enlever mon bénéficiaire. Donc, comme ça, sans même que le bénéficiaire soit au courant. Donc, ça ne se fait pas comme ça, je vous rassure, mais effectivement, ça peut partir très, très rapidement. On peut se retrouver sans couverture santé très rapidement. Donc, il y a cet accès à cet espace personnel. Sur les dépenses de santé, le titulaire de contrat ne les voit pas non plus. La seule chose que le titulaire du contrat peut voir, c'est la cotisation à payer. Donc, déjà, ça, c'est une belle évolution pour la CFE et nos assurés qui peuvent rencontrer des difficultés à l'étranger.
Donc voilà, c'est de préparer, c'est de ne pas tout laisser au nom de monsieur, c'est de s'investir et de s'impliquer dans tous ces contrats-là. Donc là, on parle beaucoup de santé, mais il y a aussi un aspect qui est méconnu des Français qui vont s'installer à l'étranger. Mais dans le cas du conjoint suiveur, souvent, donc qui est une femme, elle travaille en France, quitte son travail pour suivre son conjoint à l'étranger et ne retrouve pas nécessairement de travail à l'étranger. Donc là aussi, il y a un impact, c'est aussi une situation de mise en vulnérabilité. C'est qu'on a quitté son travail, on n'a pas de revenus à l'étranger, mais en plus, ça a un impact sur sa retraite française. Du coup, ce conjoint suiveur peut se créer un trou dans sa carrière et s'il y a besoin de rentrer en France et de retravailler en France, on recotise dans le système français. Donc la CFE, c'est la seule entité qui permet aux Français donc, qui résident à l'étranger, qui ne vont pas travailler à l'étranger, de pouvoir continuer à cotiser au système de retraite français. Donc, ça évite cette situation de vulnérabilité, d'avoir un trou dans sa carrière, ou même quand on arrive à la fin de sa carrière, de se dire je n'aurai pas de revenus parce que j'ai un trou de 10-20 ans dans ma carrière, parce que j'ai privilégié la carrière de mon conjoint à l'époque. Donc ça aussi, j'en parle. On a plein de conférences avec la Maison de l'Expatriation ou avec le Petit Journal où on en parle, et il ne faudra pas hésiter à nous contacter pour… voilà, c'est déjà le début de l'autonomie et de l'indépendance. Donc c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur la préparation, en fait. C'est vraiment se préparer en se disant… est-ce que je me pars à toute éventualité, parce qu'effectivement, c'est souvent très beau, très rose, mais c'est une situation, l'expatriation, où le couple est plus que jamais remis en question et mis à l'épreuve. Merci beaucoup. Madame la députée, Madame Amelia Lacrafi, merci d'être présente aussi à cette conférence. On parlait justement des violences intrafamiliales en expatriation et en quoi ça complexifie les choses. On sait que c'est une thématique qui a été prise aussi en main par le ministère sur des questions de prévention notamment et de formation aux agents. En quoi aujourd'hui justement les consulats sont peut-être mieux préparés à accueillir ce genre de public? J'ai juste votre son qui doit être activé. C'est bon? Oui, c'est bon. Voilà, c'est parfait. Bonjour à tous. Et, je vous suis depuis le début de mon téléphone et je n'ai pas réussi à me connecter. Donc, grâce à vous, c'est fait. Et pardon. Alors, la chance que nous avons, c'est qu'on a fini par avoir une direction des Français de l'étranger, donc ce qu'on appelle la DFAE, donc la direction des Français de l'étranger, et surtout la directrice, la dernière directrice, qui a décidé de vraiment s'intéresser au sujet. C'est vrai qu'en 2017, quand j'ai été élue, on se sentait très seul et c'était très difficile parce qu'il n'y avait strictement rien de rien. En 2019, donc, quand j'avais des cas de manière relativement rare, on ne savait pas quoi faire. En fait, on était totalement démunis. Depuis 2019, Marlène Schiappa a lancé le Grenelle des violences conjugales et elle a décidé que donc des binômes de députés allaient s'organiser et prendre chacun une région de France et aller faire un état des lieux et des propositions pour améliorer la prise en charge des femmes victimes de violences conjugales, même si on estime à 14% les hommes. Bon, on écoute les deux. Et donc, moi, je lui dis très naïvement, et les Français de l'étranger. Et là, la ministre me dit, c'est un angle mort. Ok, très bien. Bon, parfait. Donc, on décide, et elle accepte qu'il n'y ait pas 15 binômes, mais 16. Donc, on s'occupe des Français de l'étranger, et plus précisément des Françaises de l'étranger. On a auditionné, je crois, près de 60 ou 70 femmes, et à chaque fois, le récit est le même. Tout ce que vous dites là est très clair, l'isolement total, et peu importe qui on a en face. Peu importe qu'on soit CSP ou pas du tout, qu'on soit grand patron ou au chômage, ou peu importe la religion, les origines, vraiment. J'ai rencontré des femmes dans tout le globe, donc d'Asie, aux États-Unis, de pays arabes, africains, européens, et c'était tout le temps le même schéma. On propose 9 fois sur 10 à l'homme, ce que vous avez très bien dit, Sandrine et Rachida. Donc
9 fois sur 10, elle quitte son travail, elle quitte tout. Quand on lui propose à elle, en général, elle demande l'autorisation soit à son mari, soit à ses parents, soit elle en parle aux enfants, etc., etc. Et en général, elle refuse. Et quand elle part, souvent, les couples que j'ai rencontrés, enfin les 60, 70 femmes à qui j'ai parlé, c'était au début, les deux avaient plus ou moins le même statut, plus ou moins le même salaire. On part à l'étranger, c'est monsieur qui a le poste d'expatriation et en fait, tout d'un coup, et c'est pas gentil de ma part, mais je dis souvent à ces messieurs qu'il y a le syndrome Brad Pitt. Et en fait, dans certaines régions de France, il y a des merveilleuses créatures qui vous prennent pour un passeport sur pattes et qu'on a des fois, et évidemment pas toujours, donc je rassure à chaque fois nos messieurs pour dire, évidemment, quand on écrit à la députée, c'est pas pour dire je suis heureuse, tout va bien dans le meilleur des mondes. Si on écrit à la députée, c'est quand ça va vraiment mal. Donc moi, je donne les exemples de quand ça va vraiment mal. Donc je dis à ces messieurs, mais en fait, vous n'êtes pas devenu Brad Pitt du jour au lendemain, vous avez juste un passeport rouge. Donc, ne cédez pas trop vite à ces déesses magnifiques, parce qu'elles sont vraiment magnifiques, et elles cherchent, oui, quelqu'un pour les aider financièrement. Et je ne juge pas quand je dis ça, mais mon problème, c'est la conjointe. La conjointe, rapidement, elle s'ennuie, elle veut parler le soir parce que toute la journée, elle ne voit personne. Monsieur travaille toute la journée, il est fatigué. Et monsieur, au bout d'un moment, il dit, c'est moi qui ramène l'argent à la maison, toi, tu n'as rien à faire, tu devrais être heureuse. Et c'est vrai que dans des pays, vous l'avez très bien dit, elles n'ont pas le droit de travailler. Dans d'autres pays, l'appartement est au nom de monsieur ou de la société. L'argent pour l'école, c'est monsieur. Le compte bancaire, c'est monsieur. Et je crois qu'on ne se rend pas compte et qu'on a mis du temps à se rendre compte qu'effectivement, il y avait un sujet. Donc, ce qui est super, c'est qu'effectivement, il y a vraiment la CFE, d'autres qui ont commencé à faire des choses intéressantes. Mais très rapidement, on s'est rendu compte que la méconnaissance aussi des agents et le fait qu'ils ne soient pas formés à la première écoute est un sujet. Et c'est vrai que depuis ce Grenelle, même si on n'a pas révolutionné le monde et qu'on a fait 32 propositions et qu'il n'y en a que 2 qui ont été prises en compte par le ministère, ce qui m'a beaucoup énervée, parce qu'après, malgré tout, d'une ministre à l'autre, parce que c'était des ministres, à chaque fois, on me disait c'est un angle mort. Je ne comprends pas. Vous ne vous donnez pas les dossiers? Eh bien non. Donc, le même travail, et c'est là que j'ai rencontré Priscilla, et elle a fait un travail acharné pour que, enfin, ces partenariats soient pris en compte et que les ministères, que ce soit l'Intérieur, les Affaires étrangères, se disent ah oui, il existe des acteurs qui travaillent, qui font des choses, qui ont du résultat. Regardez ce qu'ils font. Et c'est vrai que ça a été difficile de faire accepter à ces ministères qu'il y avait des associations indépendantes qui font ça très bien et qu'il faut leur faire confiance. Et c'est vrai que depuis, aujourd'hui, on peut se dire, OK, c'est pas parfait. Mais désormais, si vous êtes battu ou si vous avez une copine battue ou vous entendez qu'une femme est battue, vous savez quoi faire. Et que maintenant, tous les nouveaux agents qui vont à l'étranger sont formés à la première écoute et sont formés à détecter des comportements et ils savent quoi faire. Et c'est vrai que maintenant, de plus en plus, quand je vais à l'étranger dans les consulats, ambassades, je vois qu'il y a l'affiche de Save You et c'est super. Les gens commencent à connaître. Je sais que vous recevez 2 ou 3 dossiers par semaine des consulats. Et donc, au bout d'un moment, j'essaie bien de se décharger sur Save You, mais après, il faut aller plus loin. Et après, il y a une partie financière, je pense qu'on n'avance pas assez, mais et il y a plusieurs associations et il y a de la place pour tout le monde et c'est super. Et c'est vraiment touchant de voir tout ce que font les bénévoles parce qu'en réalité, vous sauvez des vies. Et là où je suis contente, c'est qu'on se rend compte que quand il y a des alertes de citoyens qui se disent, voilà, je suis citoyen, j'informe, je signale des choses, d'élus locaux ou de parlementaires qui font pression, de citoyens qui créent des organisations comme Save You, comme ce qu'a fait Priscilla et d'autres, encore une fois, il y a de la place pour tout le monde, et bien on se voit que tout ce petit monde peut changer la vie des gens. Et on a changé la vie des gens, et désormais, le ministère, les 2 ministères d'ailleurs, travaillent ensemble correctement, qu'il y a des prises en charge, et que vraiment, je crois qu'entre 2017 et 2026, c'est le jour et la nuit. Mais ce qui est très important, et c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai pris la parole pour dire aux femmes, parce qu'encore une fois, pardon, c'est essentiellement des femmes, même si je n'oublie pas les hommes, bien sûr, beaucoup de femmes ne savaient pas un truc assez basique, enfin basique ou pas, si on doit fuir, si votre mari ou votre conjoint a caché votre passeport, ce n'est pas la fin du monde. Et que j'ai rencontré beaucoup de femmes qui ne savaient pas et qui se sont dit, je ne peux rien demander à personne, je suis perdue parce qu'il a caché mon passeport.
Et c'est là que de communiquer, de faire ce que vous faites aujourd'hui, c'est, je crois, vital, de dire à tous ces gens, femmes et hommes, encore une fois, si on vous a volé, caché, déchiré votre passeport pour vous dire vous êtes prisonnière de votre bourreau, sachez que dès lors qu'il y a un vol direct entre votre destination et la France, le consulat vous fait un laissez-passer consulaire. Et s'il y a une escale, malheureusement, parce que vous êtes trop loin, le consulat vous fait un passeport d'urgence. Et un passeport d'urgence, c'est moins de 24 heures. Donc, ça, il y a beaucoup de femmes qui ne le savaient pas et qui restaient prisonnières de leur bourreau avec leurs enfants qui étaient aussi maltraités. Et ne serait-ce que si cette information, elle arrive le plus possible à nos compatriotes, je pense que c'est déjà merveilleux. Et ensuite, voilà, que ce que font les associations et ce que fait la CFE et tout ce qui existe, qu'on communique le plus possible. Utiliser aussi là-dessus, je pense, beaucoup nos élus. On a la chance d'avoir beaucoup d'élus locaux, les élus, ce qu'on appelle les élus de proximité, les conseillers des Français étrangers, qui sont eux sur place et qui ont accès aux gens et au consulat, parce qu'il existe, même si au consulat, les gens sont de plus en plus formés, il y a des femmes qui n'osent pas aller au consulat parce qu'elles ne veulent pas être vues là-bas ou qu'elles n'ont pas le droit d'y aller, ou dans certaines très petites communautés, comme au Tchad, il y a 900 Français, il y a d'autres pays, en Centrafrique, il y en a 100, il y a des pays comme ça, où on ne veut pas y aller parce qu'on est 100 ou 200 et tout le monde va le savoir. Et même si on essaie d'être discret, on a peur que ça se sache. Et moi, j'ai eu des pays en Afrique où c'était le patron d'un grand groupe français du CAC 40. Et la dame me disait, je ne peux pas aller à l'ambassade au consulat parce que c'est des grands amis de mon mari et que je ne veux pas que ça se sache. Donc avec cette femme, je l'ai aidée à fuir parce que je connaissais le Premier ministre du pays qui m'a filé un coup de main. Donc on arrive des fois à faire des choses parce que voilà, il y a cette solidarité qui s'installe et une est au courant, elle peut le dire à l'autre, ou peut dire appelle la députée si vraiment ton mari est trop haut placé et on ne peut rien faire au niveau local, et que ce soit Save You, les parlementaires, les élus locaux, les associations, tout ce petit monde-là, plus on communique, plus l'information circule entre nous et plus on peut sauver des vies. Merci beaucoup, Madame la députée. Justement, il y a cette question du retour en France. Alors, j'ai une question dans le chat justement sur le fait de partir avec ses enfants. Sandrine, on sait que c'est une grosse difficulté en fonction des pays, mais même en général, hein, tu l'avais déjà évoqué au départ. À quel point justement Save You peut aider sur cette partie-là en termes de conseils en tout cas? Alors déjà, Save You, la première écoute, je pense qu'elle est déjà précieuse. Et les premiers conseils, notamment juridiques, c'est extrêmement précieux parce que d'un pays à l'autre, pour documenter les violences, il y a des actions différentes à faire. Exemple, si je vous parle de l'Allemagne, un Français d'Allemagne, une Française d'Allemagne qui veut porter plainte, elle doit y aller avec un Allemand. Sinon, le commissariat ne prendra pas sa plainte. En Tunisie, si vous avez été tabassé, si vous allez voir un médecin privé ou une clinique privée, votre preuve, attestation médicale, ou je sais pas ça, ne comptera pas lors d'un procès parce qu'il faut aller dans un hôpital public. Et en fait, d'un pays à l'autre, les lois sont différentes, les règles sont différentes, et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir le bon conseil au bon endroit. Et c'est pour ça que les associations, comme ce que vous faites avec Priscilla et Sandrine, et les élus locaux, il faut souvent les mettre dans la boucle parce qu'ils vont savoir ce qui se passe. Moi, élue pour les Français de 49 pays, je ne connais pas la législation dans ces 49 pays. Je connais la législation française parce que je la vote, mais je ne vais pas connaître celle de ces pays-là. Donc, c'est important de se rapprocher de ces réseaux d'associations-là qui vont, en fait, vous mettre en relation, avec quelqu'un qui sait que dans ce pays, là où vous êtes, la règle, c'est ça. Et souvent, vous êtes tributaire quand même de la loi du pays et qu'on ne peut pas, balayer la loi du pays si facilement que ça. Ensuite, ces associations connaissent les autres associations qui sont en France qui peuvent prendre en charge les victimes qui rentrent en France. Et là aussi, la force du réseau, c'est que un réseau vous emmène à un autre et vous fait découvrir ce qui existe. Et il existe des choses, heureusement. Et quand on a fui avec ses enfants du bout du monde et qu'on n'a nulle part où loger et rien à manger,
il y a des structures qui vous accueillent, qui vous accompagnent, qui vous rouvrent tous vos droits, qui vous aident à refaire un CV, qui scolarisent vos enfants. Enfin, on a vraiment des choses assez incroyables, pas connues, mais incroyables. Merci. Sandrine, justement, toi qui es juriste, sur cette question du retour en France, parce que c'est une vraie question pour les expatriés, justement, de se dire, voilà, comment ça va se passer quand je vais rentrer en France, avec des enfants ou pas, d'ailleurs, c'est toujours complexe. Comment ça se passe? Alors, c'est vrai que nous, et en tout cas moi, même si je suis juriste, ce que je dis, c'est que je ne donne pas de conseils, mais j'explique en tout cas les procédures. Je pense que 3/4 des pays maintenant dans le monde ont signé la Convention de la Haye qui fait que si jamais une maman, on va partir du principe, une maman veut rentrer en France avec ses enfants et qu'elle n'a pas à minima autorisation du papa ou au mieux autorisation du juge, elle s'expose à une procédure pour enlèvement international. Ça veut dire que pendant 1 an, à partir du moment où elle part du pays là où elle est expatriée, pendant 1 an, le conjoint peut la poursuivre pour enlèvement international. C'est ce qu'on appelle une procédure dans la forme et pas dans le fond. C'est-à-dire que dans la forme, elle va faire sa demande, le procureur, là où elle habite, va recevoir sa demande, il va voir que oui, c'est vrai, elle n'a pas d'autorisation écrite, ça suffit. C'est juste ça qu'il faut en fait pour enclencher la procédure. Et ça veut dire, et on a déjà vu dans certains cas, en 1 semaine, 2 semaines maxi, les enfants peuvent être rapatriés. Alors, il y a quand même, la maman va être auditionnée d'abord devant un juge d'affaires familiales, là où elle se trouve, elle va pouvoir s'expliquer, mais ça, c'est le cas où ça se passe bien. Il y a certains pays où ça se passe pas bien, il y a certains cas où ça se passe pas bien. Et dans ce cas-là, effectivement, les enfants sont rapatriés en urgence. Et j'ai déjà eu des situations comme ça, où même la maman, alors c'était aux États-Unis en l'occurrence, s'est vue même pour le coup interdire de retour dans l'état où étaient les papas et les enfants. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle voulait retourner voir ses enfants, elle devait aller dans l'état d'à côté, parce qu'elle n'avait plus le droit d'aller au Texas en réalité, elle pouvait aller en Arizona ou je ne sais plus, quelque chose comme ça. Donc, elle ne pouvait plus revenir là où étaient ses enfants à elle. Donc, c'est vrai que nous, on fait toujours très, très attention. Et c'est pour ça que je dis, on ne donne pas de conseils et on ne dira jamais à une maman, partez de suite, partez comme ça. Non, il faut faire attention à ce qu'elle a bien les papiers pour que ça ne se retourne pas ensuite contre elle. Et ce qu'on leur dit toujours, c'est qu'une expatriation, ça se prépare effectivement, mais un retour aussi, ça se prépare. Un retour en France, ça se prépare. Alors, sauf les cas d'urgence où il y a vraiment de la violence urgente et que là, il y a besoin de se faire exfiltrer, de sortir. Et on a aussi fait des rapatriements en urgence, hein, bien sûr. Voilà, ça s'est plus ou moins bien passé. Récemment, on en a fait un il n'y a pas longtemps. La maman est revenue quelque part en France, je ne dirais pas où du coup, mais quelque part en France. Ça se passe très, très bien. Comme disait Amélia, je suis très contente parce que, effectivement, il y a eu le réseau qu'on a mis en place, qu'on a enclenché en France, qui l'a pris en charge à 100%. Elle a pu réouvrir ses droits. Elle a réussi à prouver qu'elle était bien victime de violence conjugale. Donc, elle n'a pas eu ce délai de 3 mois de carence parce que justement, sinon, elle aurait dû attendre 3 mois avant de pouvoir être réaffiliée. Là, tout va bien. Elle a un hébergement d'urgence avec ses enfants. Les enfants sont de nouveau scolarisés. Voilà, les choses prennent du temps, mais ça se passe et ça se passe bien pour elle, donc on est content. Mais voilà, c'est vrai qu'on le dit tout le temps, un départ, ça se prépare correctement. Et pour que ça se prépare, il faut avoir tous les documents sur soi. Et comme tu dis, Amélia, a juste raison, c'est pas parce qu'on n'a pas son passeport qu'on ne peut pas partir, c'est pas vrai. Mais c'est pour ça qu'il faut tout le temps, à minima, aller voir le consulat, expliquer sa situation, vérifier qu'on est bien inscrit sur le registre des Français étrangers, que les enfants aussi sont bien affiliés, pour que tout se passe bien quand on fait une demande et encore plus quand on fait une demande en urgence. Justement, le retour en France, Rachida, ça se prépare pour la santé. On parlait justement du délai de carence. Comment ça se passe justement par rapport aux adhérents de la CFE? Oui, alors effectivement, alors, je précise peut-être ce délai de carence parce que tout le monde n'est pas censé savoir, mais effectivement, quand on rentre en France, on n'ouvre pas automatiquement ses droits à la sécurité sociale. En fait, le droit à la sécurité sociale est conditionné à la résidence principale. Donc, si on vit en France, on cotise à la sécurité sociale, on a des droits. Quand on a quitté le territoire français, du coup, on n'a plus cotisé. Donc, si on revient en France et qu'on retrouve immédiatement une activité professionnelle, là, on va pouvoir avoir des droits et se faire soigner immédiatement en France. Donc là, je comprends que dans les cas que vous voyez au quotidien, que ce soit Madame la députée ou que ce soit la plateforme Save You ou The Sorority, ce n'est pas le cas. Donc, effectivement, la sécurité sociale applique une carence qui peut aller jusqu'à 3 mois, plus le délai de réintégration avec remplir les documents, etc. Donc, si on a été à la CFE, à la Caisse des Français de l'étranger, pendant sa période d'expatriation, donc en famille seule ou même en ayant monsieur en titulaire du contrat, on a la possibilité, dans le cadre du contrat CFE, de se faire soigner en France dans le cadre de séjours temporaires. Donc déjà, entre le temps, avant de rentrer définitivement en France, il est possible de venir se faire soigner en France ou d'utiliser la téléconsultation si possible. Et puis, quand on rentre définitivement en France,
toujours avec la CFE, on a la possibilité de continuer à se faire soigner pendant 3 mois. En fait, ces 3 mois, c'est l'équivalent enfin, c'est le temps d'attente de la carence. C'est le temps d'effectuer tout le côté administratif et de se faire réintégrer, de réintégrer son dossier auprès du régime général. Donc, il y a ce qu'on appelle un maintien de droit. Donc, on prend en charge tous les soins en France dès le premier jour en fait, de son retour en France. Mais par contre, c'est vraiment conditionné à sa date de retour en France. Les 3 mois débutent à partir du moment où on est rentré en France. Donc, il faut très rapidement faire ces démarches dès lors qu'on arrive en France, il faut tout de suite faire ces démarches auprès de la sécurité sociale. Après, on est en discussion. Alors là, aujourd'hui, il n'y a rien de concret, mais nous, on est en discussion, la CFE, dans ce cas spécifique, pour voir comment on peut travailler avec la sécurité sociale pour qu'il y ait une reprise plus rapide des dossiers. Pour l'instant, on n'a rien les discussions n'ont pas encore abouti, mais on est sur la bonne voie. Restez connectés. J'espère vous apporter de bonnes nouvelles très prochainement. Et de notre côté, on est en discussion pour que les femmes victimes qui rentrent en France, parce qu'elles sont victimes de violences et en lien avec le consulat, qu'elles puissent justement être exonérées de cette carence. C'est Très bien, encore en merci discussion. beaucoup. Alors, des discussions, j'espère, qui seront productives et qui permettront de répondre à des cas d'urgence. On sait à quel point ils peuvent être complexes. Mais parce qu'on sait que J'avais... finalement, c'est très peu de cas. Parce que quand on a Ouais. réussi à changer la loi après ce fameux Grenelle des violences conjugales, désormais, le ministère a l'obligation de publier les chiffres. Et la vérité, c'est que c'est très peu de cas, donc ça coûterait. La répercussion sur le budget est inexistante, quasiment. Donc, il n'y a aucune raison de nous refuser ce tout petit mini-privilège pour les moins de 10 femmes qui rentrent en France chaque année parce qu'elles sont victimes de violences. Alors, Sandrine, justement, j'avais une question plus sur... Alors, on a parlé un petit peu de ces questions de définition de la violence, mais est-ce qu'il y a des red flags, des choses, justement, qui peuvent permettre aussi aux personnes qui ne se rendent pas forcément compte au départ, hein, ou même aux proches, d'ailleurs, aussi, de pouvoir se signaler, justement, un cas de violence intrafamiliale? Ah oui, c'est vrai qu'il y a des réflexes, je pense qu'on en voit. Alors, comme je disais tout à l'heure, quand c'est, en tout cas pour les proches, hein, quand ils voient des hématomes sur les bras, etc., là, c'est facile de dire que ça ne va pas. Mais très souvent, la violence, elle est psychologique, comme je dis, beaucoup plus insidieuse, donc c'est plus compliqué de s'en rendre compte. En tout cas, avant de partir en expatriation, les red flags, ça peut être justement le fait que on part toujours du même principe, donc la femme, c'est la va être conjoint suiveur. Peut-être qu'elle va avoir aucun mot à dire sur cette expatriation. C'est monsieur seul qui va avoir la proposition et seul qui va prendre la décision de partir. Bon, ça peut être un red flag quand même, se dire un peu bizarre. Le red flag aussi, ça va être de se dire oui, mais alors, une fois que je suis arrivée, on n'a rien prévu en fait pour moi. On n'a pas prévu que je pourrais travailler, conduire, ouvrir un compte bancaire, comment faire pour les enfants. Enfin, voilà, c'est pour ça que dès le début, il faut que ce soit quand même très, très préparé. Donc ça peut être des red flags pour la personne qui va être pensée être en situation de violence conjugale. Parce qu'en réalité, la violence conjugale, elle ne va pas naître pendant l'expatriation. En tout cas, moi, dans tous les cas que je vois, on va dire 98% des cas, la violence conjugale, elle a existé avant de partir à l'étranger. Même si elle était peut-être un peu plus sournoise et qu'elle se rendait un peu moins compte, ou que c'était... Parce qu'en fait, on sait très bien que quand on est victime de violence conjugale, on fait partie d'un cycle de violence conjugale et ça se répercute tout le temps. C'est toujours le même schéma qui se répercute tout le temps, qui repasse tout le temps en boucle. Peut-être que les étapes étaient plus espacées et qu'on ne se rendait pas vraiment compte qu'on était dans un cycle de violence conjugale. Quand on arrive en expatriation, et tu disais aussi Rachida tout à l'heure très bien, ou Amélia aussi, quand on arrive en expatriation, au début, c'est tout beau, tout rose, c'est un peu cette lune de miel qu'on a d'ailleurs dans le cycle de violence conjugale également. Mais là, on sait tout bien, on est super content, on est super excité d'être en expatriation. En fait, très très vite, le cycle reprend son cours, j'ai envie de dire, et les étapes vont être de plus en plus proches. Donc voilà, on va être très très rapidement de nouveau dans ce conflit qui n'en est pas un, qui est de la violence, dans cette emprise en tout cas, ce contrôle. Et le contrôle correctif, c'est vraiment de la micro-régulation. Donc, c'est vraiment des petits contrôles, des petits bouts, des petits faits qui, pris indépendamment, on ne se rend pas trop compte que c'est de la violence. En fait, quand on les met tous bout à bout, là, on se rend compte qu'effectivement, ça ne va pas. Et du coup, le red flag pour les amis, en tout cas les proches, on a fait un atelier d'ailleurs comme ça sur le réseau Main dans la Main et avec Save Youth par l'intermédiaire d'un financement staff, qui était comment la prise en charge des victimes de violence conjugale par des non-professionnels. Quand on soupçonne quelque chose ou qu'on a une amie qui peut peut-être nous parler de quelque chose qui ne va pas.
ce qu'on constate souvent, c'est que ça peut être un red flag, en tout cas pour les personnes qui peuvent entendre, ou quelque chose qui peut nous titiller, quoi. En tout cas, en plus, moi, j'ai toujours envie de dire, quand il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute, c'est que ça ne va pas. Mais bon, souvent, ça va être, pour les violences physiques, même si c'est plus rare, pour les violences physiques, ça va être de voir la dame tout le temps en manches longues, avec un col roulé ou en manches longues, même quand il fait chaud. Des fois, ça peut être un peu, voilà, on peut se dire, c'est bizarre. Mais c'est pas tout le temps de violence physique, et c'est donc souvent de violence psychologique. Et là, on peut se rendre compte que, par exemple, une maman qu'on va rencontrer à l'école, seule ou avec ses enfants, elle va être souriante, elle va être attentionnée, elle va vous demander comment vous allez, elle va rigoler spontanément, répondre spontanément. Et puis d'un seul coup, monsieur arrive et là, ça y est, elle se ferme complètement. Elle rigole plus, elle n'ose pas vous répondre. Si vous lui posez une question, elle va d'abord regarder monsieur pour un peu avoir l'autorisation, pour avoir l'aval de monsieur avant de vous répondre. Ça peut être quelque chose qui est un peu bizarre. Ou alors vous allez dire, viens, on va prendre un café la semaine prochaine. Et puis il y aura toujours des excuses pour dire, ah ben non, en fait, elle ne va pas pouvoir venir. Parce que soit elle n'a pas l'autorisation de sortir tout simplement, soit c'est très bien qu'elle va avoir justifié d'avoir pris un café et que du coup, ça va être compliqué. Et quand on est victime de violence conjugale, qu'on est sous emprise, on a quand même toujours l'impression de marcher sur des œufs. Et du coup, le but, ça va être de faire en sorte de jamais faire de vagues pour justement pas que l'œuf s'écrase et que ça, de nouveau, il y ait une crise et ça va être compliqué pour elle. Donc, d'elle-même, elle va dire non, c'est bon, finalement, je n'irai pas prendre un café, c'est pas grave. Mais elle aura toujours des bonnes excuses. Donc, quand on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut réussir, alors c'est pas tout le temps facile, mais réussir à dire à la personne, tu sais, si tu as envie de parler, voilà, je suis là, ou j'ai constaté, je vois qu'en ce moment, tu as l'air un peu plus triste, ou ça va, comment ça se passe, tu as le manque, peut-être voir notre excuse, tu as le manque de la France, ça te manque, ou comment ça se passe à la maison, et puis on peut en discuter si tu veux, voilà. Mais en tout cas, et alors cette partie, c'était la deuxième partie de ce colloque-là, de cette conférence-là, c'était surtout de dire, donc, quand on reçoit la parole d'une victime, forcément de la croire, de vraiment lui dire, je te crois, je suis là pour toi, et si tu as besoin, je suis là, n'importe quel moment, je suis là. Mais ce qui veut dire que du coup, il faut vraiment être disponible à ce moment-là. Ne pas minimiser ce qu'elle va nous dire parce qu'elle-même va nous minimiser et pas se dire, mais c'est bizarre, elle est complètement confuse, elle confond, c'est pas possible ces dates-là. En fait, c'est normal. Se rendre compte que tout ce qu'elle dit, c'est normal, que si elle est confuse, c'est normal, que sa temporalité, ça va pas être forcément la nôtre, que nous, quand on va nous dire quelque chose, on va se dire, oh, c'est super grave, il faut agir de suite. Mais peut-être que non, peut-être qu'elle n'aura pas envie d'agir de suite parce que c'est pas le bon moment pour elle. Donc, il faut pas forcer la personne à faire les démarches que nous, on va penser nécessaires, parce que ce ne sera pas forcément nécessaire pour elle. Peut-être qu'on ne connaît pas toute la situation. Peut-être que si elle fait une démarche, comme on dit tout à l'heure, déposer plainte, ce n'est pas forcément la panacée. Il ne faut pas forcément de suite aller déposer plainte, parce que dans un pays du monde dans lequel elle se trouve, on va dire c'est peut-être pas possible, ou elle va se mettre encore plus en danger, ou ça va être tellement compliqué que ce n'est pas la peine de le faire, ou alors justement, elle peut le faire, et puis en plus, elle peut le faire en ligne, directement en France. Donc voilà, ça aussi, c'est possible. Mais en tout cas, il ne faut pas faire les démarches à sa place, il faut la croire. Et surtout, dernier point, c'est pas la peine de dénigrer monsieur, de dire ah mais tu te rends compte comment il est, etc. Parce que peut-être qu'il y a quand même toujours ce sentiment ambivalent. Peut-être que la personne, elle aime toujours son conjoint, ça reste le père de ses enfants. C'est grâce à lui quand même qu'elle est en expatriation. Elle peut être contente d'être en expatriation, mais bien dire, c'est la façon dont ça se passe qui n'est pas normal. C'est son comportement à lui qui n'est pas normal, c'est le fait de te dire ça qui n'est pas normal. Et par contre, tes réactions à toi, elles sont tout à fait normales, tout à fait légitimes. Voilà. Je vais profiter pour une dernière... Oui, bien sûr. Allez-y, madame. Non, juste vous dire ce que vous dites est très intéressant et très vrai. Et après les 60 ou 70 femmes que j'avais auditionnées, il y en a une qui m'a beaucoup touchée, qui m'a dit que c'est en fait en parlant à quelqu'un qui était formé à la première écoute, donc d'où l'importance d'être formée à la première écoute, qu'elle s'est rendue compte que ce qu'elle vivait n'était pas normal. Elle avait pris une claque et des remarques tout le temps, et du coup elle culpabilisait beaucoup sur tout. Et ce qu'elle m'a dit, c'est que la personne à qui elle a parlé a mis des mots M-O-T-S sur ces mots M-A-U-X, et que ça a été le déclic. Et après avoir vraiment parlé à quelqu'un formé, encore une fois, à première écoute, elle a décidé de porter plainte et elle s'est rendue compte que ce qu'elle vivait n'était pas normal, qu'on s'habitue et qu'en même temps, dans le confort, les enfants, on ne veut pas leur changer leur vie, leur quotidien, etc. Et que, bon, après tout, c'est une claque, c'est pas si grave. Bon, il m'a insulté, mais c'est pas si grave. Et quand on est dans un pays peut-être un peu patriarcal, etc., c'est pas si grave, on s'y habitue. Et
on est très résiliente et d'avoir quelqu'un qui sait poser des mots sur ce que vous vivez, ça peut vous donner un déclic. Et c'est vrai que malheureusement, il ne faut pas brusquer, il faut faire attention, être à l'écoute, parce que beaucoup ne portent pas plainte parce qu'elles ne sont pas prêtes, elles ne veulent pas, et elles pensent que leur vie s'arrête, alors que c'est aussi très beau, et ça peut être intéressant d'avoir aussi peut-être des témoignages de femmes quand elles sont sorties, parce que finalement, quand on y est, on se dit que c'est le bout du monde et qu'elles s'en sortiront jamais, qu'elles ne travaillent pas, qu'elles ont des enfants, qu'elles n'ont pas d'argent, qu'elles n'ont nulle part où aller, et que quand elles demandent de l'aide et qu'on les aide et qu'elles refont leur vie et qu'elles renaissent, en fait, ça peut être vraiment intéressant de pouvoir leur donner la parole, parce que je me dis qu'elles peuvent peut-être débloquer des situations et ça change tout. Et ça peut convaincre d'autres. Donc, voilà, merci, et merci à vous, tout ce que vous faites. Et merci au ministère d'avoir ouvert les yeux et d'avoir créé ces répertoires, de ces structures, parce qu'il y a des structures par pays. Et c'est là que c'est intéressant et qu'il faut faire confiance à ces views, au consulat, à ce qui se passe à Singapour avec cette permanence juridique pro bono. Il y a plusieurs actions innovantes, hyper intéressantes à titre expérimental mises en place. Et ce qui est bien, c'est que plus vous en parlez, et merci Damien, et plus il y en aura. Parce que plus on en parle, et plus il y a des femmes qui disent « Ah, moi je veux bien aider, moi je veux bien aider ». Donc c'est magnifique. Et savoir qu'il y a un répertoire de structures par pays qui existe et que partout où vous êtes, parlez. N'ayez pas peur de parler. Et si vous ne voulez pas qu'on vous voit, appelez CView, où il y a aussi des numéros sur les sites des ambassades et consulats. Ça a été aussi un travail important de faire en sorte que l'accès soit facile, qu'on ne fasse pas 30 clics pour arriver à la bonne info, mais 2. Donc voilà. Merci aux associations, aux réseaux associatifs, aux journalistes qui diffusent l'information, aux juristes bénévoles et aux ministères, les 2 ministères qui se bougent pour nos femmes. Merci Madame la députée. Je voudrais finir justement sur quelques questions du chat. Alors, il y a beaucoup de thématiques qu'on a déjà abordées. Je laisse justement le slide pour que vous puissiez aussi être contacté, c'est important. Et je précise aussi le petit QR code pour faire un don, parce qu'il y a une fondation The Sorority justement qui permet de financer tout ça. Parce que justement, c'est vraiment une association avec des bénévoles et sans financement direct. Donc c'est important, voilà, de pouvoir les aider aussi dans leur démarche. Justement, Sandrine, il y a plusieurs questions sur le type d'accompagnement qui est proposé, et notamment après le divorce, parce que c'est une question de se dire, est-ce que l'accompagnement s'arrête finalement au moment où légalement le couple se sépare? Peut-être une précision là-dessus. Non, effectivement. Merci de me dire, je ne vois pas les questions, donc merci de me les lire. Non, bien sûr que non. Heureusement qu'on n'arrête pas, hop, c'est bon de divorcer, merci, au revoir. On sait très bien que les 6 premiers mois qui suivent la séparation sont les mois les plus compliqués. Donc non, heureusement que non. Nous, officiellement, notre critère de compétence, ce que je disais tout à l'heure, c'est d'être à l'étranger. À partir du moment où la personne rentre en France, on essaie de passer la main. Mais là encore, c'est ce qu'on est censé faire. Mais comme vu tout à l'heure, la dame qu'on a suivie depuis un moment de temps, qu'elle rentre en France maintenant depuis quelques mois, en réalité, le groupe ou WhatsApp est toujours ouvert et on l'accompagne toujours, parce que on ne peut pas la lâcher comme ça du jour au lendemain. Mais en tout cas, non, oui, la force qu'on a dans ce groupe-là, c'est qu'il reste ouvert pour la personne. À partir du moment où on l'ouvre et que la personne ne demande pas spécifiquement de fermer son groupe parce qu'elle n'a plus besoin, on est là pour elle. C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, elle peut envoyer un message sur le groupe qu'elle a avec son écoutante et moi, donc dessus, et puis Priscilla, en disant aujourd'hui c'est passé ça, aujourd'hui c'est passé ça. En fonction, on voit très bien maintenant, comme vu, on est toutes formées à l'écoute active, à la violence conjugale, en expatriation, donc on sait ce que c'est. Et en fonction, soit on va la rappeler directement, en disant, si vous voulez, on peut prévoir un petit rendez-vous téléphonique et on prévoit un rendez-vous téléphonique. Ou alors juste on lui répond sur le groupe WhatsApp en disant, effectivement, là je comprends que vous soyez un peu inquiète, c'est pas normal. Ou si vous voulez, là vous avez une audience la semaine prochaine, on peut en discuter. Ou si vous voulez, envoyez-moi tel document et puis on va essayer de voir comment ça se passe. Voilà, non, bien sûr que non, notre accompagnement ne s'arrête pas au divorce, ne s'arrête pas non plus d'ailleurs forcément directement dès que la personne rentre en France. Et puis toutes les personnes n'ont pas forcément envie de divorcer. Donc voilà, c'est peut-être juste pour nous dire que en ce moment ça ne va pas et que voilà, notre point, ça ne va pas forcément être au revoir. Ça ne va pas forcément tout le temps de dire voilà, il faut divorcer, il faut déposer plainte. Bien sûr que non. On écoute les personnes, on les accueille. Et donc je crois que la question c'était aussi quel type d'accompagnement.
Oui, en fait, alors, il y a plusieurs choses, et notamment sur le lien en fait avec. On a parlé du maillage justement avec les autorités, avec le côté du retour en France. Comment ça se passe aussi avec le maillage local, justement, avec soit les autorités locales, des personnes compétentes pour accompagner aussi les personnes en difficulté. Il y a des cas voilà, qui parlent de démarches nécessaires, notamment des cas de harcèlement, par exemple, qui peuvent se. Et puis aussi pour des personnes qui ne peuvent pas rentrer en France, tout simplement, qui doivent rester aussi dans le pays. Comment ça C'est la fonctionne? majorité des cas. La majorité des cas, c'est soit elles ne peuvent pas, soit elles ne veulent pas forcément. Donc, c'est quand même notre quotidien. Non, notre activité, ça va être, bon, comme je disais tout à l'heure, chaque bénévole a son background professionnel. Donc, peut-être si elle est plus juridique que moi, bah, l'accompagnement va être plus juridique ou plus psycho, etc. Mais ensuite, donc, on a un lien et on a un partenariat avec donc, une plateforme qui s'appelle FeedBetter. C'est une plateforme de psychologues répartis, donc français, mais répartis partout dans le monde, donc sur différents fuseaux horaires. Donc là aussi, c'est pareil, on peut les orienter vers la plateforme FeedBetter. On a des partenariats, en tout cas, on essaie d'en développer le plus possible avec des avocats. Donc, c'est pareil, hein, en fonction, comme je disais tout à l'heure, celle de Singapour, c'est Chloé Vialard, Maître Vialard, avec qui on a un partenariat aussi. Donc, ça, c'est vraiment chouette. Et ce qu'elle fait sur Singapour, c'est un travail énorme aussi. Donc, c'est bien d'avoir des réseaux. On essaie de développer avec le barreau de Paris aussi parce qu'ils ont des compétences internationales. Donc, ça aussi, c'est intéressant. Mais voilà, ça, c'est juste les grandes lignes psycho et juridiques. Et ensuite, on oriente, alors quand on les connaît, vers les associations locales, effectivement, de terrain, parce que comme je disais tout à l'heure, hein, forcément, ce sont ces associations-là qui connaissent le mieux les lois du pays, les réseaux locaux d'accompagnement, etc. Donc, soit on a la connaissance déjà parce que nous-mêmes, on connaît ce réseau, on connaît ça, on en donne des informations, soit on passe vers le consulat, la majorité du temps, de manière aussi, s'il y a un service social en plus, ils connaissent très bien déjà les services locaux, les associations locales, donc on peut passer par le consulat. Et puis ensuite, donc via la plateforme aussi de Sorority, on peut voir les petites maisons roses aussi partout dans le monde. Donc voilà, ça c'est facile aussi. On dit à la personne, téléchargez l'application, comme ça vous pouvez voir quelles sont les structures les plus proches de chez vous. Et juste pour finir, par rapport au maïs avec les consulats, comme je disais tout à l'heure, on ne va jamais demander à une bénévole qui a un suivi de prendre attache, elle, directement avec le consulat, même s'il y a besoin en cas d'urgence, etc. Dans les process qui ont été validés par le MAE, on ne fonctionne pas comme ça. C'est avec la personne qui va nous faire sa demande spécifiquement. Et Priscilla ou moi, uniquement, on va pouvoir faire remonter au MAE, qui ensuite, eux, pourront faire redescendre au consulat si besoin de quelque chose. Mais en général, dans la majorité du temps, je veux dire, le consulat est déjà au courant, donc ils nous répondent qu'effectivement, ils sont déjà au courant, et tant mieux, parce que comme ça, au moins, ça veut dire que c'est bien suivi, et puis ils voient que nous aussi, on est sur le coup, et si jamais besoin d'escalade, de rapatriement en urgence, choses comme ça, ils savent qu'on est là, on sait qu'ils sont là, et ça va plus vite aussi, ça facilite les échanges. Alors d'ailleurs, on a les coordonnées aussi. Il y a des questions, des personnes qui ont vraiment besoin d'aide, donc je les invite vraiment à contacter. On a le mail saveview@jointhesorority.com. Donc n'hésitez vraiment pas à contacter directement et puis à télécharger également l'application. Peut-être s'il y a un conseil à donner, Rachida, également sur la préparation à l'expatriation pour les conjoints suiveurs qu'on a évoqués. S'il y a un conseil qui est important, bien sûr, il vaut mieux prévenir que finalement se rendre compte de certaines choses apparentées. Donc ça concerne tout le monde. Quel serait ton conseil, Rachida? C'est un peu tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Je ne redirai pas assez qu'il faut se préparer. Alors, effectivement, des choix ont été faits peut-être pour partir et c'était ce qui a permis de donner le go du départ, mais on le voit quand même depuis tout à l'heure, vous n'êtes pas seul. Et puis, il n'est pas trop tard, en fait. C'est ça qu'il faut se dire. Et voilà, donc commencez par contacter The Sorority. C'est l'objet de ce webinaire aujourd'hui parce qu'on voit de plus en plus de cas. Côté CFE, regardez votre contrat. Si vous avez besoin d'éléments, vous avez nos coordonnées, vous pouvez nous contacter aussi. Ça restera bien évidemment anonyme. Et voilà, donc essayez de vous entourer et voilà, et pas se laisser en fait sous cette emprise et se dire j'y arriverai jamais, je vais pas pouvoir m'en sortir. Là, je crois que vous avez tous les contacts pour que le cauchemar prenne fin. Merci. D'ailleurs, Sandrine, peut-être, ce qu'a évoqué Madame la députée, un message d'espoir pour des femmes justement qui se retrouvent dans des situations actuellement qui paraissent insurmontables. Justement, il y a aussi des belles histoires de personnes qui s'en sortent grâce à votre soutien et puis à d'autres sur place. Oui, bien sûr, et heureusement, et c'est pour ça aussi qu'on continue, parce que
quand ces femmes-là arrivent à s'en sortir, qu'elles ont envie de rester à l'étranger ou qu'elles rentrent en France et qu'elles nous envoient des messages en disant merci beaucoup. Des fois, c'est rien du tout, vraiment, notre accompagnement. Des fois, j'ai presque l'impression qu'il est tellement petit par rapport à tout ce qu'elles font, elles. Parce qu'en fait, c'est elles qui sont porteurs de tout ce qu'elles font et elles sont incroyables. Nous, on est juste là souvent pour leur dire, vous avez la capacité en vous de le faire. Peut-être vous ne le savez pas, vous ne le savez plus, parce que vous avez tellement été déstructurés que vous n'en rendez même pas compte. Mais elles ont tout en elles pour y arriver. Et quand elles y arrivent, elles ont tellement de confiance en elles retrouvée qu'elles se sentent valorisées et que du coup, elles nous remercient dans ce sens-là. Mais on leur dit, mais en fait, c'est vous. Vous pouvez juste vous remercier vous. Et c'est chouette. Et elles se sentent vraiment heureuses d'avoir réussi, quoi. Merci et je reprécise encore une fois que Save You recherche des bénévoles, hein, continue à en chercher un peu partout dans le monde. Donc n'hésitez pas à contacter donc le mail également saveyou@jeunesauthority.com. Faire un don aussi c'est important pour soutenir tout le travail qui est fait. Donc il y a le QR code qui est disponible. Cette conférence sera disponible en replay et également sur YouTube. Merci à tous qui nous regardons. Connectez-vous aussi sur le site de la Maison de l'Expatriation. Nos conseillères ne font que justement aussi mettre en avant Save You as a Sorority car ce sont des plateformes vraiment essentielles. Et puis merci à tous et à très vite. Merci à vous. Merci beaucoup.